Ça y est, je vais démarrer. Je vais couper du coup mon écran et le son et ensuite je démarre. Ouais, parfait. Je vais quand même fermer ma fenêtre. Ouais, je reviens. Bonjour à tous. On va peut-être patienter quelques minutes que tout le monde puisse rentrer dans le webinaire. Donc, bienvenue à ce webinaire sur les éclairages industriels de l'IA. Et je vous propose de patienter encore 2 3 minutes pour que le nombre de participants se stabilise. OK, je vous propose de démarrer, comme ça on essaye de finir à l'heure. Donc, bonjour, bienvenue à ce webinaire sur les éclairages industriels de l'IA consacré cette année à l'IA générative. Donc, je suis Philippe Viexorek, je dirige l'équipe innovation du pôle de compétitivité Minalogic. Minalogic sert surtout à développer et trouver des financements euh, pour les entreprises et les laboratoires qui souhaitent croître par l'innovation. Et donc, ce mois-ci, dans ce webinaire organisé en partenariat avec MIAI et l'UGA, on a le plaisir d'accueillir Glenn Avezou et Julien Pérez, qui vont nous parler de 2 cas d'utilisation très différents de l'IA générative. Glenn de la société Chat 3D va nous présenter la génération de modèles à partir de texte, et Julien nous parlera de génération de code, donc des approches low-code, no-code, où l'IA est plutôt appréciée et utile. Je vous invite à les laisser parler. Donc, chacun d'entre eux aura à peu près 15 minutes. Posez vos questions, vos éventuelles questions dans l'interface prévue à cet effet. On prendra les questions juste après la présentation de chacun. Et c'est Glenn qui a le privilège de démarrer. Glenn, je te laisse prendre la parole. Super. Alors, je vais partager mon écran. Tac. OK. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler donc de création 3D à l'ère de l'IA générative. On va parler des enjeux de cette nouvelle dimension. Je vais d'abord faire un petit sommaire de ce dont on va parler pendant environ 20 minutes. On va d'abord commencer large, parler de qu'est-ce que l'IA générative, en tout cas la définition qu'on lui donne aujourd'hui. Quel est l'état de l'IA générative aujourd'hui pour la 3D? Quels sont les enjeux? On va se poser la question pourquoi ce n'est pas encore un problème qui est réglé. Et puis on va parler un peu des méthodes existantes et donc des limites avant d'ouvrir un peu sur le futur. Je vais quand même me présenter avant de commencer. Donc, je m'appelle Glenn Avezou, j'ai cofondé une startup qui s'appelle Chat3D, qui est immatriculée à Saint-Étienne et qui a été labellisée Deep Tech par la BPI. On développe donc un outil pour le futur de la modélisation 3D euh, qui vient utiliser l'IA générative pour créer des objets 3D, pour l'instant surtout pour l'industrie du jeu vidéo et de l'animation. Alors comme j'ai dit, pour démarrer, on va commencer assez large, tout simplement en se posant la question qu'est-ce que l'IA générative? On va choisir la définition aujourd'hui de ChatGPT parce que
On a décidé de faire dans l'originalité. Quand j'ai demandé à ChatGPT, on m'a répondu, l'IA générative est un type d'intelligence artificielle capable de créer du contenu original, comme du texte, des images ou de la musique, en se basant sur des modèles d'apprentissage issus de données existantes. Donc, cette définition elle va nous convenir aujourd'hui. On va retenir surtout les parties capables de créer du contenu original. Aujourd'hui, on parle d'IA générative qui va venir créer du contenu à partir de données d'entraînement, donc des données existantes, en utilisant des modèles d'apprentissage. Donc, on va un peu regarder les différentes architectures qui existent dans le cas de la 3D. On a aujourd'hui des produits qui sont sur le marché pour différents médias, pour la génération de différents médias. Donc le texte, par exemple, vous connaissez tous ChatGPT, on a aussi d'autres sur le marché comme Jasper. Les générations d'images, on a Midjourney qui existe, DALL-E qui existe, et récemment aussi la vidéo avec Luma AI et Runway, qui sont des produits qui sont quand même assez matures et qui arrivent à utiliser l'IA générative pour produire ces différents médias. Et le résultat en fait de ces produits qui sont sur le marché est en général utilisable. Donc ChatGPT a des applications dans les produits utilisés dans diverses industries. Pareil pour la génération d'images. C'est pour ça qu'on considère que, en tout cas, je vais considérer que ces technologies sont assez matures, surtout par rapport à la 3D. Et justement, pour la 3D, qu'en est-il? Donc, le but de la génération 3D, c'est de venir utiliser ces algorithmes, ces méthodes d'apprentissage automatique pour venir créer des objets 3D, donc des objets virtuels pour diverses applications, comme on va le voir. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment une technologie qui est aussi mature que la technologie de génération pour le texte ou pour les images pour la 3D. On a des produits qui existent sur le marché qui permettent de générer des modèles 3D, comme Chat 3D en est un, par exemple. Il y a Sloyd qui existe depuis assez longtemps, Tripo, Dimos, 3DFI. Donc, c'est des technologies qui font l'usage, en fait, c'est des produits qui font l'usage de la génération de modèles 3D pour différents secteurs, parfois le jeu vidéo, parfois l'architecture d'intérieur. Mais ça reste des produits, malgré le fait qu'ils soient sur le marché, qu'il y ait certains clients qui sont pas encore très matures en termes de qualité de génération de modèles 3D. En tout cas, c'est pas un résultat qui est convenable pour la majorité des utilisateurs, comme on pourra en parler un peu plus après. Alors l'objectif, juste pour le rappeler, pour que ce soit très clair, de la génération 3D, de l'IA générative pour la 3D, c'est de créer, comme je disais, des objets 3D à partir de texte ou d'images. Donc le but, on a différentes architectures, différentes manières de faire, mais le but vraiment de cette technologie, c'est de partir d'une description, par exemple, d'un objet ou d'une image d'un objet et d'utiliser une suite d'algorithmes d'apprentissage automatique pour obtenir une représentation 3D ou tout simplement un modèle 3D qu'on peut ensuite utiliser euh, pour, euh, pour divers besoins où la 3D est assez important. Justement, on va en parler de ces besoins de génération 3D ou de ces besoins de modèles 3D. Aujourd'hui, l'enjeu de l'IA génératif pour la 3D, c'est de simplifier la création d'objets 3D. Et ça représente en fait un gain de productivité potentiel qui est assez énorme pour de nombreuses industries qui utilisent des modèles 3D au quotidien, qui dépendent de modèles 3D. J'ai cité ici le jeu vidéo, l'animation, surtout l'animation 3D, l'architecture d'intérieur, qu'on en a un peu parlé, la réalité virtuelle, le monde de l'ingénierie, le design. Il y a de très nombreuses industries qui dépendent vraiment des modèles 3D pour faire des produits, pour faire de l'idéation, par exemple de la conception. Et donc, si on peut venir réduire la barrière à l'entrée de l'utilisation de la création de modèles 3D, on vient vraiment aider ces industries, surtout en termes de gains de productivité. Justement, pour que ce soit un peu plus concret, je vais donner l'exemple du secteur du jeu vidéo, un exemple qu'on connaît assez bien chez Chat3D, puisque c'est un marché qu'on vise particulièrement. Dans le jeu vidéo, ce qu'on observe, c'est qu'environ 40% des coûts de développement vont dans la création d'objets 3D. Ça peut paraître énorme, c'est assez important en effet, mais c'est aussi logique si on pense en termes d'exemples de jeux vidéo aujourd'hui. C'est littéralement des univers virtuels qui utilisent des objets 3D virtuels à toutes les étapes de la création, que ce soit pour de l'idéation, pour de la conception, pour des maquettes, pour ensuite
le produit final, les objets 3D sont absolument essentiels dans ces étapes-là. Aujourd'hui, pour cette industrie, donc un artiste 3D va prendre 2 à 4 heures pour créer un asset 3D. C'est également quelque chose qui est difficile à faire. C'est une expertise nécessaire assez importante. Aujourd'hui, pour faire des modèles 3D, un artiste 3D va utiliser certains logiciels qui demandent beaucoup de temps d'apprentissage. C'est une qualification environ bac+3 en France qu'on demande à des artistes 3D pour pouvoir créer ces objets 3D. Et donc, alors que c'est un marché pour le cas du jeu vidéo, mais pour beaucoup d'autres qui utilisent des objets 3D, en fait, ce sont des marchés qui sont en pleine expansion, qui ont besoin de plus en plus de modèles 3D. On se retrouve dans une situation où les ressources humaines sont limitées. Le marché du travail, que ce soit en France ou à l'étranger, est vraiment tendu sur concernant cette expertise vraiment d'artistes 3D, parce que la barrière à l'entrée est très élevée, c'est compliqué de faire des modèles 3D. Et donc, on a peu de personnes sur le marché du travail qui sont capables de le faire correctement. On peut voir donc dans ce cas-là pour l'industrie du jeu vidéo, si on était capable de simplifier, ne serait-ce simplifier la création de modèles 3D et en plus accélérer en venant utiliser l'IA générative, ce serait un gain de productivité énorme pour ces industries, pour l'industrie du jeu vidéo. Les produits sortiraient beaucoup plus rapidement de cette phase de développement, coûteraient également moins cher à développer. Et si les phases de développement restent les mêmes, les produits en fait seront de meilleure qualité puisque on pourra passer plus de temps à travailler sur d'autres parties que la création vraiment des assets 3D eux-mêmes. Alors, pourquoi le problème n'est pas encore réglé? C'est une question que je souhaite poser dans la présentation pour être un peu cash. On a ici différents produits de génération qui utilisent de l'IA générative pour d'autres médias qui fonctionnent assez bien. Pourquoi est-ce que la 3D, c'est pas un problème réglé, alors qu'il y a beaucoup d'intérêts de diverses industries, d'énergie qui est mis dans ce problème-là? Alors, je dirais que c'est surtout 2 points principaux. D'abord, la complexité des représentations 3D. Donc, je vais expliquer un peu ce point. Quand on souhaite entraîner un algorithme de machine learning ou d'IA générative pour générer des images, par exemple, la représentation qu'on va utiliser d'une image de base, ça va être le pixel, par exemple. Donc la complexité en fait de cette représentation est pas énorme. Un pixel peut être décrit par quelques paramètres assez simples. Si on prend l'exemple de la génération de texte, les mots dans une phrase peuvent être en fait une représentation très simple de texte pour une IA. Et donc c'est assez facile d'entraîner des algorithmes qui peuvent recréer ce genre de représentation, qui peuvent créer du texte, qui peuvent créer des images à partir de pixels, parce que le nombre de paramètres de la représentation est assez faible. C'est tout l'inverse, du coup, pour la représentation 3D. Quand on représente un objet en 3D, on a différents choix en fait, de technologies pour le faire. On peut le faire de manière explicite. Par exemple, un objet 3D est le plus souvent représenté sous forme de mesh, de maillage. Donc concrètement, un nuage de points avec des arêtes qui forment l'objet dans l'espace. Et cette représentation, en fait, elle paraît simple en première vue, mais elle est beaucoup plus complexe qu'une représentation en termes de pixels, par exemple, pour une image 2D. On a beaucoup plus de paramètres pour chaque point dans un nuage de points, pour chaque arête du modèle 3D. Et donc, ne serait-ce que une des représentations les plus simples est vraiment beaucoup plus complexe en termes de nombre de paramètres que pour euh, d'autres médias. Je précise ici, on a d'autres représentations qui sont en fait très populaires pour entraîner des algorithmes d'IA générative pour la 3D, qui s'appellent les représentations implicites. On vient en fait représenter des modèles 3D, des formes 3D sous forme de fonctions, comme le Neural Radiance Field, des champs de radiance neuronaux, des Sign Distance Functions, qui sont un autre type de fonction assez populaire pour représenter des formes 3D dans l'espace. Et c'est un moyen un peu plus facile d'entraîner des IA génératifs pour la 3D, mais ça ne réduit pas le nombre de paramètres importants qui est nécessaire en fait pour représenter un objet 3D. Donc en plus de cette complexité des représentations 3D qui va venir créer des architectures d'IA génératifs complexes, on a un manque de données d'entraînement. Vous savez, vous avez sûrement déjà entendu parler donc des données d'entraînement
pour les modèles d'IA générative, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut avoir beaucoup de données d'entraînement pour arriver à venir recréer du contenu nouveau avec une IA générative. J'ai pris l'exemple ici des images. Le dataset le plus important s'appelle aujourd'hui Lion 5B, qui contient 5 milliards d'images. Donc, quelqu'un qui veut développer une IA générative pour les images, a des images 2D, a 5 milliards d'images comme données d'entraînement disponibles. Pour les objets 3D, c'est une différente histoire. Le dataset le plus important s'appelle Objaverse XL, qui contient 10 millions d'objets 3D. Et ces objets, en fait, peuvent être utilisés aujourd'hui par des chercheurs pour entraîner des IA génératives pour la 3D, mais le nombre en fait, d'objets 3D est vraiment très petit pour la tâche d'entraîner une IA générative. Des millions, ça semble important à notre échelle. Pour une IA, ça l'est vraiment, ça l'est pas vraiment. Donc voilà les deux challenges. On va passer maintenant aux méthodes en fait existantes. J'ai donné trois catégories principales de méthodes d'IA générative pour la 3D. Donc d'abord la méthode de feed forward generation, qui est en fait la méthode un peu la première qu'on pourrait imaginer, la plus simple à conceptualiser. C'est-à-dire que comme on souhaite entraîner une IA pour générer, comme si on voulait entraîner une IA pour générer des images en 2D, qui va venir créer des pixels pour faire une image, on va entraîner un générateur de représentation 3D, tout simplement. Si on souhaitait faire une forme 3D sous forme de nuage de points, on viendrait entraîner ce générateur pour générer un nuage de points avec la forme demandée par l'utilisateur. Voilà. On a des exemples de ces technologies, par exemple avec différentes architectures de génération. La première, ce sont les Generative Adversarial Networks ou les GAN. En fait, c'est une architecture qui a très bien fonctionné pour générer des images 2D. Et donc, les chercheurs ont essayé de la reprendre pour venir générer des modèles 3D en changeant tout simplement la représentation que le GAN venait créer. Donc, on a par exemple l'exemple de MeshGAN en 2019 qui utilise cette architecture du GAN pour venir générer des mèches. FreeDGAN qui, il me semble, génère des nuages de points. Voilà, avec cette même architecture qui, en fait, a déjà bien marché avant pour d'autres médias et donc on vient essayer de la récupérer. De la même manière, on a l'architecture des modèles de diffusion, très très populaire pour les images 2D, qui a été reprise notamment par le modèle Pointy d'OpenAI pour essayer de représenter des nuages de points, de faire de la diffusion pour des nuages de points. Voilà. On a d'autres méthodes encore qui ont été utilisées de cette manière de feed-forward generation, où on vient juste essayer de générer des formes 3D, avec d'autres architectures comme le Variational Autoencoders et les Autoregressive Methods. En fait, c'est encore une fois des méthodes qui ont bien marché, qui sont bien connues et qu'on essaie de réappliquer pour la 3D. J'ai mis ici un exemple, donc Get3D, qui a été réalisé par des chercheurs de NVIDIA avec d'autres centres de recherche. C'est pas exactement du GAN, ça utilise pas mal la technologie du GAN avec d'autres architectures. Donc on a des résultats qui sont quand même de bonne qualité ici, comme vous le voir, assez divers pour différents objets. Et donc ça utilise cette architecture de GAN et ce système de feed-forward generation dans ce papier-là. La deuxième méthode, c'est vraiment celle qui a débloqué en fait la génération 3D, qui s'appelle le Optimization-Based Generation. On vient, au lieu d'entraîner un réseau de neurones, une IA générative directement pour construire un objet 3D, on vient utiliser des méthodes de construction d'objets 3D, comme le NeRF par exemple, qui en est une, le 3D Gaussian Splatting, qu'on vient superviser avec une fonction d'optimisation. Donc pour expliquer avec l'exemple du NeRF, le NeRF, c'est une technique qui existe depuis 2020, qui permet de générer, de reconstruire un modèle 3D à partir d'images. Tout simplement, en fait, on va prendre différents points de vue d'un objet avec des images 2D et on peut venir recréer une forme 3D avec la technologie du NeRF. Dans les méthodes optimization-based, on vient prendre cette technologie de reconstruction 3D qu'on vient superviser avec une fonction d'optimisation et ce qu'on appelle une boucle de rétroaction qui va, lors de la génération, et essayer de créer un objet 3D avec du NeRF, venir regarder le résultat, voir si il est optimisé et venir petit à petit optimiser en fait en temps réel pendant la génération le NeRF qui a été conditionné par l'input utilisateur. Voilà. Donc on a vraiment deux parties, une partie construction, reconstruction d'objets 3D
et une partie fonction d'optimisation qui vient s'appliquer pendant la génération. Donc en fait, on entraîne cette fonction d'optimisation pendant la phase d'entraînement du modèle d'IA génératif, et quand ça génère un objet, la fonction vient tourner. Les exemples, en fait, le premier, c'est Dream Fusion, qui a vraiment mis en place cette nouvelle méthode et qui a vraiment révolutionné, comme je disais, le secteur de la génération 3D. On a d'autres papiers, en fait, tous les autres après ça qui ont repris cette méthode, Magic 3D, Fantasia 3D, Dream Gaussian, qui viennent améliorer soit la vitesse de génération, soit l'architecture, la qualité des résultats, la méthode de reconstruction utilisée, voilà, des choses comme ça. Donc voici un exemple de Dream Gaussian qui a été créé en partie par des chercheurs de chez Baidu. Euh, donc on a ici une image d'entrée et le modèle 3D qui est en sortie. Donc j'ai essayé de présenter différents points de vue. On voit esthétiquement le modèle est quand même à peu près utilisable. Il n'est pas parfait. On peut reconnaître un peu des défauts qui sont liés à à ces reconstructions 3D, mais c'était assez impressionnant en tout cas pour 2022 quand la technologie a été présentée. Et par la suite, considérant le temps de génération, les résultats sont assez corrects. Et je terminerai ensuite par cette dernière méthode de génération 3D s'appelle la View Reconstruction. Et en fait, que j'aime bien décrire comme étant l'association des deux précédentes. On vient entraîner un réseau de neurones pour lui apprendre, entre guillemets, à faire cette méthode de reconstruction d'objets 3D. Donc si on prend le nerf, au lieu d'appliquer un nerf lors de la génération et de l'optimiser avec une boucle de rétroaction, on vient directement apprendre à un réseau de neurones à sortir l'objet d'une traite en utilisant la technologie de reconstruction comme le nerf par exemple. Donc c'est encore une fois une génération d'un coup comme avec le feed-forward generation, mais avec des technologies de reconstruction comme avec l'optimization based. Cette méthode, elle a été introduite par LRM, le Large Reconstruction Model, fin 2023, novembre 2023, qui a été développé par Adobe. Et c'est vraiment, encore une fois, une énorme révolution dans le secteur de la génération 3D. LRM a amélioré vraiment euh, la vitesse de génération d'une manière enfin, de façon assez incroyable à ce moment-là, avec des résultats qui étaient quand même assez corrects. Euh, et donc, en utilisant cette méthode de construction directement d'un coup, qui n'était pas vraiment envisageable avant. On a d'autres exemples comme JRM qui utilise la même architecture avec du Gaussian splatting, donc une autre méthode de reconstruction, et Instant Mesh qui est un peu l'état de l'art actuel de cette méthode-là. Voici les résultats de Adobe, donc je les ai pris directement de l'article qui est sorti quand ils ont proposé leur modèle. On a des exemples d'images qui sont générées, ces images-là sont générées par des IA, qui sont des images 2D, et on vient s'en servir pour reconstruire une forme 3D, encore une fois d'une traite avec de la reconstruction, des méthodes de reconstruction 3D. Et donc on voit des résultats qui sont assez convaincants en termes de qualité topologique, et on va en parler un peu après. Voilà, donc j'ai présenté un peu les différentes techniques pour parler d'état de l'art. Déjà, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ce qui est assez intéressant dans l'état de l'art actuel, c'est que la génération des modèles 3D est réalisée en moins d'une seconde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, LRM a réalisé pour la première fois des générations en moins d'une seconde. On est en dessous, vraiment en dessous de la seconde aujourd'hui, pour des générations qui sont assez correctes. Les générations sont aujourd'hui d'assez bonne qualité, en tout cas visuellement. Et il y a des générations, pardon, d'assez bonne qualité qui sont possibles en moins de 20 secondes. Donc là, j'ai pris l'exemple de génération d'Instant Mesh. On a une espèce de figurine qui est quand même assez détaillée et ça a été généré en un peu moins de 20 secondes. C'est un niveau de détail qui est supérieur à ce qu'on aurait avec LRM, par exemple, pour un temps un tout petit peu plus long, donc d'environ 20 secondes. Et de manière générale, aujourd'hui, la texture est de bonne qualité et la topologie est détaillée. La topologie, je parle ici vraiment des détails du modèle 3D. On voit ici qu'il y a quand même quelques détails, la forme est clairement définie. Donc la topologie vraiment de manière visuelle avec une texture est plutôt correcte. Cependant, il existe encore des limites de l'état de l'art. Donc comme on l'a dit, le problème n'est pas encore réglé. On n'a pas encore réglé le problème de la génération 3D pour deux raisons que j'estime principales. On a un problème de diversité aujourd'hui des modèles générés. Aujourd'hui, on a quand même des modèles qui commencent à se répéter une fois qu'on en génère plusieurs, notamment dû au manque de données d'entraînement. Et quand on vient générer des objets un peu farfelus, le modèle a souvent du mal à imaginer ces objets-là à partir de son dataset d'entraînement.
la topologie reste quand même de mauvaise qualité. Là, j'ai pris le même modèle sans la texture. On voit que la topologie n'est pas vraiment parfaite. Et surtout, quand on vient regarder le maillage donc, qui forme le modèle 3D, que vous voyez ici sous forme de wireframe, euh, on a en fait une qualité qui est pas du tout celle qu'aurait un modèle fait par un artiste 3D. Et c'est un problème aujourd'hui parce que dans beaucoup d'applications, on est limité par par ce maillage qui est pas vraiment utilisable ou on peut pas venir retravailler. Donc c'est aujourd'hui une vraie limite des technologies qui sortent de la recherche. Pour ouvrir et pour finir sur le futur de la technologie, justement, je vais reparler de topologie. Aujourd'hui, très récemment, honnêtement, la topologie des modèles 3D, que ce soit les détails de l'objet et même le maillage, c'est quelque chose auquel on accorde plus d'importance, avec notamment Mesh Anything, qui est sorti très très récemment, qui vient vraiment créer des objets 3D, des meshes, avec une qualité presque d'artiste et des nouvelles architectures qui permettent aussi, qui viennent mettre beaucoup plus d'importance à la topologie et qui permettent d'améliorer donc le maillage, comme Craftsman et OpenClay qui sont sortis très récemment dans le dernier mois, avec un exemple ici de génération de Craftsman où on voit directement quand même que les polygones qui forment le maillage, donc les mailles de cet objet 3D, sont quand même bien plus arrangés et ressemblent déjà plus à ce que ferait un artiste 3D et sont plus utilisables, plus facilement retravaillables par un artiste 3D. Pour terminer, je terminerai rapidement juste sur les produits. Aujourd'hui, je pense que la technologie est proche d'être entre guillemets réglée. C'est-à-dire que le problème principal de générer des objets 3D avec de l'IA rapidement et avec un mesh de bonne qualité, je pense qu'on est environ à 1 an de l'avoir réglé correctement. Et on va voir plutôt des produits spécifiques pour différents usages de la technologie de génération 3D qui vont venir se développer. Comme pour le secteur du jeu vidéo, qui mettront peut-être plus l'accent sur le maillage, la CAO, la création d'avatars, qui sont aujourd'hui des segments un peu de recherche de niche. Mais je pense qu'on va voir des produits plus matures qui vont se développer sur ces technologies-là et qui vont permettre les gains de productivité dont j'ai parlé en début de présentation. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Glenn. Alors, j'ai un bon contre-jour, j'en suis désolé. Donc, passionnant. Moi, j'avais peut-être deux questions. La première, c'était comment les acteurs que tu as cités, jeux vidéo, mais il y a sûrement aussi tous les acteurs de l'animation, acceptent ces solutions-là, parce que j'ai compris le côté tension sur leur métier et donc optimisation, enfin plus de performance. Par contre, c'est aussi une menace sur leur métier quelque part, cette technologie. Ouais, alors ça c'est assez intéressant. Donc nous chez Chat3D on travaille beaucoup avec des clients ou des potentiels partenaires en France et aussi aux États-Unis. Déjà, je tiens à préciser, on a vraiment une vision très différente dans les deux pays. Euh, Aux États-Unis, il y a quand même une compréhension que cette technologie de génération va arriver sur le marché et donc déjà une prise en main de cette technologie-là. Et en Europe, on est un peu plus en retard. Moi, je pense que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va aller dans la direction du marché américain et commencer à prendre plus en main ces technologies. Et donc, on va dépasser un peu des réticences, comme tu le disais, qu'on a aujourd'hui, d'utiliser l'IA générative, parce qu'on voit que ça peut vraiment être un outil qui vient aider la création. Voilà. Donc, aujourd'hui, surtout en France, on a quand même une réticence, parfois une mauvaise compréhension de la technologie ou une peur de l'utilisation de la technologie. Je pense qu'on va arriver à dépasser ça quand on va vraiment avoir le produit d'entre les mains et voir que ça peut être utile Oui, pour accélérer merci, très clair. On a deux questions dans le chat, donc je lis la première et puis je te lirai la deuxième après. Donc effectivement, donc, tu nous as présenté les exemples de images to 3D Object, notamment qui passent par texte to image, puis image to 3D Object. Mais est-ce qu'il y a des modèles qui passent directement du texte en objet 3D? Ouais, alors c'est une très bonne question. En effet, le terme de pipeline est vraiment celui qu'on aime utiliser. Dans beaucoup d'architectures, on vient générer une image avec une autre IA générative. Et cette image, on vient en générer différents points de vue. Donc différents, vraiment comme si on tournait autour de l'objet en prenant des photos. Et c'est ces différents points de vue qui vont être utilisés pour générer la forme 3D. Ça, c'est la pipeline qui est pas mal utilisée.
mais on a des différentes architectures qui vont en fait réaliser ces étapes entre guillemets directement euh, en passant du texte à la forme 3D d'une traite, mais on va passer plutôt par des vectorisations de l'image. On vient toujours en fait générer des points de vue de l'image sur en tout cas les modèles qui sont les plus populaires aujourd'hui, les plus réussis. Donc il y a différentes pipelines, mais si on vient pas générer explicitement une image, on le génère, on le fait un peu de manière détournée en passant par des embeddings d'images, ce genre de choses. Merci. On va prendre les deux autres questions, puis après, faudra qu'on passe à la présentation de Julien, sinon on va trop déborder. La question, c'est que, effectivement, la personne qui pose la question n'a pas compris l'optimization-based generation. Notamment, la question, c'est comment la méthode va juger de la vraisemblance de l'objet généré. Et en d'autres termes, qu'est-ce qui remplace le discriminateur des GAN sur ces méthodes de génération 3D? Ouais, alors très bonne question. Le discriminateur, en fait, va être remplacé par la fonction d'optimisation et la boucle de rétroaction qui, pendant l'entraînement, apprend à générer des objets 3D qui ressemblent en fait à la sortie qu'on souhaite avoir. Donc, il y a différentes méthodes. On peut venir entraîner à partir de modèles 3D, entre guillemets, parfaits, la fonction d'optimisation. La fonction va comparer en fait l'image de l'objet à l'objet qu'elle est censée générer et avec l'entraînement, arriver à optimiser correctement la méthode de reconstruction pour arriver à cet objet-là. Voilà. Donc ça peut se faire de manière visuelle avec en fait une autre IA qui va visuellement regarder l'objet 3D. Ça peut se faire en comparant plutôt les paramètres du modèle par rapport à ce que ça devrait avoir généré. Et c'est l'entraînement qui permet cette optimisation. Une fois que la fonction est optimisée, on peut venir générer de nouvelles formes avec cette même fonction d'optimisation. Merci. Enfin, une dernière question, c'est est-ce que ces technos sont utilisés pour la génération de données synthétiques? Alors, je suis pas sûr du terme données synthétiques. Je sais pas si ça peut être explicité. Oui, alors Anna, peut-être préciser ce que vous entendez par données synthétiques. On passe à la présentation de Julien et puis on reviendra sur la question en fin de présentation de Julien, du coup. Pas de souci. Merci, merci. Merci beaucoup, Glenn. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Toc, toc. Alors, partager. Hop. Alors, question, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez raisonnablement? Parfaitement aux deux questions. Merci beaucoup. Je démarre. Oui, vas-y. Bonjour à tous. Donc, merci déjà pour cette invitation de Minalogic et Miae. Et ravi d'échanger dans cet événement en français. Alors, mes slides sont en anglais. Effectivement, je parle en français, ce qui est assez intéressant. C'est pas souvent dans ces choses-là et c'est très bien comme ça. Donc, je m'appelle Julien Pérez. Je suis enseignant-chercheur à l'EPITA et membre du laboratoire de recherche de l'EPITA. Et donc, je vais vous parler de modèles de langue pour la programmation de la situation actuelle, dont certainement vous avez déjà une idée. On va discuter un peu des difficultés, des challenges et puis des avancées récentes sur ce sujet-là pendant les 20 minutes qui vont suivre. Donc, très rapidement, moi je suis un épithéen à la base, sorti d'Épita en 2005, qui ensuite a fait sa thèse à Paris Sud, en apprentissage par renforcement et apprentissage profond. Alors le fun fact, c'est que ça s'est fait en 2010. Et que à partir de là, j'ai eu la chance pendant 10 ans d'être à Grenoble, donc pas très loin de certains d'entre vous, à XRCE et ensuite à Naver Labs. J'ai dirigé deux équipes de recherche en apprentissage statistique et optimisation, et ensuite en apprentissage statistique appliqué notamment à la robotique et au système incarné. Et donc depuis cet hiver, donc je suis désormais membre donc du LRE et je suis référent national pour les enseignements d'IA. Et les choses qui m'intéressent aujourd'hui particulièrement sont les modèles de langue pour l'impact sur le monde réel et notamment les modèles de langue qui produisent du code. Alors, il faut savoir une chose. En 2018, j'avais fait une présentation pas très loin d'ici à l'ouverture de Prairie,
l'Institut d'IA qui siège à Paris, mais dont la Summer School avait été faite donc à Grenoble, dans les locaux de l'INRIA Grenoble, pardon. Et ce que vous voyez ici là, c'est effectivement, alors c'est un RAG extractif, ce n'était pas un RAG génératif, mais c'était en 2018. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ces technologies françaises, elles ont commencé il y a déjà bien longtemps. Et ces sujets-là étaient effectivement d'actualité depuis longtemps, même si on en voit aujourd'hui effectivement l'explosion mondiale qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ma présentation va se faire rapidement donc en trois parties. On va quand même revenir rapidement sur cette notion de transformer et de self-attention et en quoi effectivement ça nous permet d'arriver où on en est aujourd'hui. Ensuite, un focus sur les codes LLM et leurs spécificités, comment on les entraîne et comment on les évalue, et ensuite ce qu'on fait à l'EPITA sur ces sujets particuliers. Donc, les modèles de langue, très très rapidement, depuis GPT-3, on s'était aperçu qu'ils étaient capables de produire du code, c'est-à-dire en tant que modèle causaux, c'est-à-dire je produis le contexte droit conditionné par le contexte gauche. Il a été très rapidement naturel de se poser la question de savoir si on pouvait utiliser ces modèles-là pour générer du code. Dès Codex 1, qui était une variante de GPT-3 proposée par OpenAI, on s'était aperçu que ces modèles-là pouvaient être instruits pour générer du code déjà compilable et ensuite utile. Et effectivement, sur cette base-là, comme on va le voir, une grande collection à la fois de modèles, mais aussi de benchmarks, de datasets d'évaluation ont été développés pour se rendre compte à quel point on était capable ou pas d'utiliser des modèles génératifs pour assister déjà et ensuite possiblement donc augmenter la tâche du développement logiciel. Un point important sur lequel j'insiste toujours, moi je travaille en apprentissage profond depuis quasiment 20 ans et je travaille sur la NLP depuis, enfin l'utilisation des modèles profonds dans le cadre de la génération de séquences depuis 2015. Et quelque chose qui je pense est important pour vraiment comprendre pourquoi on a eu ce paradigme qui a changé, c'est la capacité des transformers. Ça c'est quelque chose que tout le monde souvent connaît, mais bien comprendre que les deux éléments fondamentaux qui font que ça marche, c'est la capacité d'avoir un modèle qui est résonant par le biais de la self-attention. Donc, raisonner, qu'est-ce que ça veut dire formellement? C'est produire des représentations intermédiaires et des conclusions intermédiaires et des faits intermédiaires dans le but d'arriver à une cible donnée. Cette capacité de raisonnement, elle est particulièrement notable dans le cas des modèles construits à base de self-attention, et notamment les transformers. Il y en a eu d'autres avant, mais comme les memory networks et des choses comme ça, mais les transformers sont particulièrement performants à ça. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le sens commun, c'est-à-dire la connaissance partagée qui permet l'efficience de la communication. Quand on entraîne un modèle de langue, on accumule un certain nombre de connaissances que le modèle sera ensuite capable de mobiliser, notamment dans le but de répondre à des questions sur lesquelles il n'a pas été explicitement entraîné. C'est bien ces deux choses-là qui étaient je dirais des compétences fondamentales bien identifiées dans le cadre de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond. Pour la première fois, les mécanismes à base de transformers et ce qui ensuite a été appliqué notamment en vision avec les visual transformers ou appliqué au point cloud comme l'expliquait Glenn juste avant, il semblerait bien ces deux capacités-là qui ont été effectivement mobilisées et pour une première fois exprimées, je dirais, dans des modèles d'intelligence artificielle et plus particulièrement dans des modèles paramétriques. Et ensuite, évidemment, l'alignement par préférence humaine qui existe depuis 2017 et qui a été particulièrement mobilisé à partir de 2020 et 2021, notamment par OpenAI et ensuite Anthropic, qui a vraiment permis non seulement d'avoir des modèles génératifs, mais des modèles génératifs qui étaient contrôlables. Et là, effectivement, vient l'intérêt de ce qu'on fait aujourd'hui, et notamment pour la génération de code. Et à la fin, on le sait très bien, on arrive à une équation qui est horriblement simple en réalité, plus qu'elle n'y paraît, où l'idée, c'est qu'on va simplement contraindre un modèle qui a été pré-entraîné. Ici, le modèle est représenté comme une politique pi, et on va contraindre en fait le modèle à privilégier des réponses demandées au détriment de réponses dont on estime qu'elles sont mauvaises. Et là, c'est ce qu'on appelle donc DPO pour Direct Policy Optimization, Preference Optimization, pardon, qui a été le modèle, et aujourd'hui on a des déclinaisons, après RLHF, qui permet aujourd'hui effectivement d'entraîner ces modèles et de les aligner à nos demandes, au-delà de la mobilisation du raisonnement et du sens commun qu'on savait déjà.
Donc ça, c'est pour la théorie. En réalité, c'est terrible parce que ça s'explique en quelques slides, mais en fait, c'est quasiment 20 ans de recherche. Euh, et aujourd'hui, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de nous dire, bon, enfin, ça fait partie des grandes choses qui nous permet aujourd'hui de nous dire, bon, est-ce qu'on est capable d'utiliser ces modèles pour coder aujourd'hui? Euh, il faut comprendre que générer du code, c'est en réalité une large collection de tâches différentes. Évidemment, on pense tout de suite à la génération d'applications, mais on a également la question de la maintenance, on a également la question de la mise à jour, on a également la question de la documentation et de ce qu'on appelle la rétrodocumentation des codes existants, la migration des codes à iso-fonctionnalité, l'analyse de code et l'évaluation du risque, l'automatisation des tests, notamment et aussi tout simplement le pair programming. C'est tout effectivement ces facettes du développement logiciel qui aujourd'hui sont questionnées et sont étudiées dans le cadre de la possibilité de ces modèles-là. Et effectivement, on a aujourd'hui, depuis 2020, une explosion de travaux et de modèles. Bon, évidemment, on a CodeStral en France, mais partout dans le monde, de modèles open source, plus ou moins open source, qui s'attellent à ce travail-là avec des résultats qui commencent à être particulièrement effectivement notables. Ensuite, comme toute tâche d'apprentissage par renforcement, l'évaluation se fait par des benchmarks qui sont fondamentalement des problèmes décrits en langage naturel pour lesquels on va adosser des tests. Donc on travaille vraiment dans une forme de simplification de la méthode agile, je dirais, où on teste les codes générés avec des tests unitaires associés à l'énoncé de la fonction ou du code qu'on souhaite générer. On a toute une collection dans différents langages de programmation de ces benchmarks qui existent. Et l'évaluation la plus populaire qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le Passat-Key. Les modèles génératifs, par définition, peuvent produire une collection d'hypothèses, une distribution des séquences possibles, sachant le contexte. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester si un code parmi les K codes générés, les K premiers codes générés, est-ce qu'il existe au moins une de ces hypothèses qui passe tous les tests. C'est ce qu'on, et donc ça nous donne effectivement cette définition de ce qu'on appelle le Passat-Key. Évidemment, plus on augmente le cas, plus la probabilité qu'un des codes soit valide est bonne. En pratique, on a un entraînement et une construction de ces modèles qui est très très proche des modèles de langue classique, un pré-entraînement sur une collection massive de code issus de code open source, ensuite un fine-tuning, un supervised fine-tuning dans lequel on va désormais avoir un contexte qui correspond à une demande et une solution qui est effectivement le code généré. Donc on arrive encore une fois à faire de l'optimisation par cross-entropie, mais cette fois-ci sur une structure qui est demande-réponse. Et ensuite, quand on va générer du code, ce qui va se passer, c'est qu'on va produire une grande quantité de code candidat qu'on va ensuite filtrer, clusterer, évaluer, par exemple, vérifier s'il compile, vérifier si a priori il ne crache pas, et potentiellement, effectivement, faire un re-ranking. Et c'est un point d'ailleurs très important, c'est le fait que on a cette capacité de pouvoir générer un très grand nombre d'hypothèses et ensuite les re-ranker sous différents critères, y compris des critères de vérification formelle, comme on en parlera tout à l'heure, dans le but de produire les meilleures hypothèses possibles pour le cas de génération de code ou de documentation ou de tests euh, considérés. Un point aussi assez important et qui correspond à quelque chose dont je parlerai un peu plus tard, qui sont des directions de recherche qu'on fait au labo, c'est l'idée que avec les modèles génératifs, on a aujourd'hui dans les protocoles d'apprentissage et d'évaluation les plus récents, on a cette capacité d'utiliser le modèle non seulement pour générer, mais également pour attester si le code généré est bon, voire générer itérativement des questions et des tests de plus en plus difficiles au regard de ce que le modèle en entraînement est en train de produire. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, cette façon d'utiliser les modèles génératifs pour s'entraîner eux-mêmes. Alors, la notion d'adversarialité, comme je disais tout à l'heure, n'est pas nouvelle. Le potentiel de ces modèles génératifs, c'est d'utiliser ces régimes d'apprentissage qui, alors que dans le passé, ont nécessité nécessairement, effectivement, des signaux extérieurs pour entraîner le modèle. Euh, un autre point important,
c'est la manière dont on utilise les modèles de langue. Ça, c'est quelque chose que Andrew Ng a particulièrement bien analysé et développé. Andrew Ng, qui est un ancien professeur assez connu dans le milieu de l'IA, mais ancien professeur de Stanford notamment. C'est l'idée qu'au-delà de l'idée de génération, c'est-à-dire soit contexte gauche, production du contexte droit, on a un certain nombre de ce qu'on appelle des agentic design patterns qui émergent sur une manière plus sophistiquée d'utiliser cette génération première, je dirais. Et on a montré que ces différents patterns arrivaient à dramatiquement améliorer notamment la capacité à produire du code. Et c'est pour ça que maintenant, on en arrive au-delà des modèles de langue, arriver de l'idée de modèle génératif à ce qu'on appelle un agent ou un workflow, c'est-à-dire quelque chose dont le but n'est pas de produire une réponse, mais en réalité d'accomplir une tâche. Dans les agentic design patterns qu'on connaît bien, il y a ce qu'on appelle la réflexion, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est avoir un modèle qui vérifie ses propres sorties et qui s'améliore. L'utilisation d'outils, c'est le fait de se dire que le modèle va par exemple invoquer un interpréteur pour vérifier si le code qu'il vient de produire est correct ou pas, par exemple. On a ensuite la notion de planification qui est très importante, qui a été d'ailleurs une des premières utilisations notamment d'Instruct GPT en robotique, c'est le fait de dire, bah, si je dois générer un code important, notamment à l'échelle d'un projet, peut-être que je vais d'abord m'interroger sur quelles sont les étapes que je dois accomplir et ensuite je vais commencer à générer. Et cette planification peut elle-même être faite par un modèle, par un modèle génératif, par un modèle de langue. Et dans une idée plus générale que le planning, on a cette quatrième idée où on peut avoir à la fin une collection de modèles de langue qui, avec des tâches ou avec des contraintes différentes, vont converger vers une solution. Et ça, c'est des design patterns, c'est des designs extrêmement foisonnants à l'heure actuelle, euh, basés sur des modèles génératifs et qui semblent améliorer les résultats et les capacités des modèles simples, je dirais, notamment pour la génération de code. Un exemple très rapide sur ça, un des derniers, c'était Agent Coder qui a été proposé il y a très peu de temps sur ce sujet, où l'idée, c'était d'avoir, avec en plus un humain dans la boucle, cette idée de génération itérative de code et de validation des tests, jusqu'à arriver à quelque chose qui émerge. Donc, voir vraiment le code LLM comme un outil, comme une sorte de complétion, de complétion moderne et d'interaction avec le développeur ou l'équipe de développement. Et ces agentic design patterns, au-delà des modèles génératifs, sont aujourd'hui significativement performants, en tout cas sur les benchmarks qu'on connaît, comme HumanEval, MBPP, et montrent qu'effectivement, aujourd'hui, c'est des outils particulièrement intéressants pour améliorer la productivité, pour possiblement améliorer la productivité des équipes de développement logiciel. Il y a toujours des limitations, évidemment, on va pas se mentir. Notamment le fait que bah, tous les codes sont différents. Euh, une idée intéressante, c'est justement d'utiliser le principe de ce qu'on appelle les RAG, les Retrieval Augmented Generation, et voir comment, dans le cas du développement logiciel, il peut être intéressant d'utiliser cette idée générale des RAG, c'est-à-dire se baser au-delà du modèle sur un grand corpus de code disponible, notamment les codes open source à licence permissive, pour aider à générer des choses. On a aussi effectivement euh, la possibilité de réfléchir à la notion, comme je disais tout à l'heure, de documentation et de traduction, qui sont des tâches encore sous-utilisées dans le domaine des codes LLM. Pour le moment, c'est vrai que la recherche se focalise surtout sur la capacité à générer des codes et à générer des codes fonctionnels en ligne avec les demandes, mais toutes ces choses-là sont aussi des points sur lesquels, à mon avis, il reste à discuter. C'est un domaine de recherche passionnant qui est toujours ouvert et sur lequel on monte notamment des partenariats, des thèses, des stages. Donc si c'est des choses qui par ailleurs vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Et plus généralement, ce qui est intéressant dans la génération de code, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un focus important de la communauté des modèles génératifs de texte, c'est que derrière la génération de code, il y a l'idée fondamentale du raisonnement et la capacité à évaluer pragmatiquement les possibilités d'un modèle à effectuer effectivement des tâches de raisonnement. Ensuite, il y a toujours un problème, c'est que la majorité des code repos ont des bugs, les humains font des bugs, comme les machines d'ailleurs. Et donc là, il y a une question qui se pose de dire comment, effectivement, en utilisant cette grande masse de code, on s'assure que, on n'introduit pas des biais, et notamment des biais de développement sous-optimaux qui peuvent exister dans les datasets.
Alors, je regarde l'heure qu'il est, je suis a priori pas trop mal. Et là, pour terminer ma présentation, on va discuter de ce qu'on fait donc à l'EPITA. Donc, encore une fois, donc moi, je fais partie du laboratoire de recherche de l'EPITA qui compte 50 chercheurs répartis sur 5 sites, Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Et, et sur lequel, effectivement, on s'intéresse particulièrement à ce sujet-là. Alors, parfois les gens connaissent l'EPITA pour un exercice célèbre. Alors, j'ai pas voulu mettre une image parce que c'était quand même un peu nul. Ce qu'on appelle la piscine. J'aurais pu mettre une image de piscine. La piscine, ça a été effectivement la réponse de l'EPITA depuis plus de 30 ans à faire une éducation de haut niveau en programmation, c'est-à-dire basée sur des projets, mais qui puisse passer à l'échelle. La question, c'est que si on ne veut pas effectivement avoir des projets de code qui sont notés avec des PowerPoint et des présentations, mais bel et bien sur la capacité des étudiants à produire du code, il faut être capable d'évaluer le code. Et donc, depuis une trentaine d'années, on a cet outil qu'on appelle la moulinette, qui a été repris ensuite dans les différentes dérivations de l'EPITA, où les gens, effectivement, lorsqu'ils ont des projets de programmation, sont d'abord évalués sur la capacité du code à générer, à avoir les comportements souhaités. Et donc, ça veut dire qu'à l'EPITA, on a une base, certainement une des bases les plus grandes au monde, d'étudiants et de retours et de rendus étudiants dans le domaine de la programmation, bas niveau et haut niveau. Pour vous donner une idée, l'EPITA, c'est 2000 étudiants chaque année, aujourd'hui, en première année d'école d'ingénieur. Si on étend 650 étudiants, par contre, en première année pour l'EPITA, et 2000 étudiants pour l'EPITech, qui fait également partie du groupe Ionis. Donc aujourd'hui, sur cette base-là, les domaines qui nous intéressent particulièrement en termes de recherche sont la sécurité des codes LLM, la capacité à produire des assistants pour ces différentes phases, et ensuite être capable de réfléchir à la capacité d'indexer et d'analyser automatiquement les codes existants pour notamment en produire des analyses de performance et aussi de sécurité. On pense aussi que les codes LLM, ça peut être des outils très intéressants pour aller vers quelque chose qui a toujours été important à l'EPITA, c'est une forme d'éducation personnalisée. C'est-à-dire comment aujourd'hui on peut continuer à tenter de passer à l'échelle du développement logiciel et d'utiliser ces modèles génératifs, notamment pour aider à spécialiser les tests, spécialiser les exercices, spécialiser les explications et permettre comme ça, au-delà effectivement du corps enseignant déjà présent, de proposer des outils pour améliorer la qualité et la personnalisation de l'enseignement à l'école. Et comme je disais tout à l'heure, on pense que c'est une réelle opportunité assez unique au regard de notre histoire et de notre identité, de travailler sur ces sujets-là du développement logiciel et de collaborer, c'est important, aux communautés open source, notamment avec Hugging Face, sur ces sujets-là. Et donc, on a trois grands sujets qui nous intéressent particulièrement et qu'on mène au laboratoire. On a la vérification formelle des codes LLM, où là, l'idée, c'est de regarder comment il est possible d'utiliser les méthodes de vérification formelle, donc, pour re-ranker, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, re-ranker les surgénérations des modèles de langue. À l'EPITA, on a 20 ans, plus de 20 ans de recherche, notamment avec des outils comme Spot sur la vérification formelle. Et aujourd'hui, c'est quelque part un angle nouveau, un angle supplémentaire, je dirais, à l'idée de la vérification formelle de code sur voilà, l'interaction possible avec l'arrivée de ces outils-là. Une autre chose qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle, ce que je disais tout à l'heure, les RAG pour les codes LLM. Qu'est-ce que ça veut dire d'indexer du code? Qu'est-ce que ça veut dire de créer des représentations latentes de code à isofonctionnalité, c'est-à-dire des codes qui ont ce qu'on appelle des réalisations de surface différentes, mais qui en réalité correspondent à la même fonctionnalité ou ont des caractéristiques similaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire de la représentation de code? On a toute une bibliographie sur ça, bien sûr, et on s'y intéresse particulièrement. Et enfin, l'utilisation de ce qu'on appelle, alors ça c'est un petit hommage à Elias Yuscaver, ce qu'on appelle le scalable oversight, c'est comment on peut aujourd'hui utiliser des méthodes de self-play pour mieux apprendre des modèles de code. C'est-à-dire comment un grand modèle généraliste, par exemple, peut superviser un plus petit modèle dont on va particulièrement spécialiser les compétences dans le code, tout en s'assurant qu'il est, par exemple, 2 à 3 ordres de magnitude, moins de paramètres, et tout en maintenant effectivement sa performance. Alors, dans ce sujet, d'ailleurs, j'ai un de mes étudiants, parce qu'effectivement, tous ces travaux de recherche sont menés
au laboratoire de recherche et avec des étudiants de deuxième et troisième année qui ont un cursus aménagé pour démarrer effectivement une carrière de recherche avec nous. Et là, donc, effectivement, on a eu une de nos équipes menée par un de mes étudiants, Ilias, qui a été finaliste du dernier hackathon organisé par Mistral à Paris, euh, un, en proposant donc sur la base de ses recherches, un algorithme d'apprentissage pour des codes LLM efficaces basés sur la distillation des connaissances par adversarialité d'un grand modèle de langue. En l'occurrence, on avait utilisé évidemment Mistral Large. Et ensuite, pour terminer, quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est évaluer comment justement aujourd'hui euh, les, euh, les, euh, comment les codes LLM sont capables de passer justement notre fameuse piscine. Et donc, effectivement, on s'est amusé à regarder dès cet hiver comment, effectivement, nos LLM étaient bel et bien capables de passer la piscine ou est-ce qu'il fallait qu'on arrête, effectivement, d'enseigner la piscine. Donc, voilà, effectivement, un exercice qui ressemble aux exercices qu'on a à la piscine. C'est extrêmement simple, hein. On a une description d'un code qu'on doit réaliser avec une signature et des tests à passer, comme vous voyez. Et puis, à la fin, oh, est-ce qu'on arrive à passer les tests ou pas? Tout ça, évidemment, totalement automatisé et basé à la fois sur Git et sur Docker. Et à la fin, effectivement, nos étudiants ont comme je disais tout à l'heure, ces tests unitaires. Alors, eux, ils voient pas ça, bien sûr, où on peut vérifier effectivement qu'est-ce qui a passé, qu'est-ce qui a pas passé. Si jamais, effectivement, il y a un test qui passe pas, ils ont accès à l'erreur et ils peuvent comme ça continuer à travailler sur leur sujet. Donc, on a fait passer exactement la même chose à GPT-4. Alors, question, est-ce que GPT-4 y arrive? Alors, on a fait, encore une fois, un prompt extrêmement simple où on a demandé simplement au modèle de générer le code. On a pour cette fois-ci, on n'a pas fait d'agentification cette année. On va tester cette année avec de l'agentification. Pour le moment, on a vraiment fait une génération en Beam Search euh, classique, on va dire. Et on s'aperçoit qu'en fait, bah, on doit encore apprendre la programmation, messieurs. C'est pas encore fini. Et en fait, par contre, nous, effectivement, on a toute une collection très détaillée d'exercices qui correspondent au cursus qu'on propose à l'EPITA et on s'aperçoit que sur encore une majorité d'exercices et de tests, clairement, là, en l'occurrence, c'est la piscine C, on voit qu'il y a encore effectivement beaucoup de choses sur lesquelles le modèle doit s'améliorer, même si clairement, on voit quelque chose qui aujourd'hui est utilisable et certainement peut-être clairement utilisé pour le développement logiciel. Mais en tout cas, pour nous, je dirais, c'est une condition de test parfaite pour voir à quel point aujourd'hui ces modèles fonctionnent, où est-ce qu'ils fonctionnent, où est-ce qu'ils ne fonctionnent pas, où est-ce qu'ils ont des difficultés. Et d'ailleurs, pour terminer sur un slide de résultats, on s'aperçoit en termes de tests que très souvent, on a soit effectivement des cas où les exercices ne sont pas du tout passés, ou alors totalement passés. C'est pour ça qu'on a effectivement cette distribution cumulative un peu particulière, où on a soit effectivement tous les tests passés, en majorité, je dirais, ou pas du tout. Et ensuite, quand on s'amuse à regarder un petit peu le bag of word des différentes familles d'erreurs qui sont produites, on voit qu'on a à peu près toute la collection des difficultés entre la génération automatique du makefile, des problèmes d'appel à des fonctions qui sont pas existantes, les fameux problèmes mémoire, des problèmes d'utilisation du bash. Donc tout ça sont encore une fois un testbed pour nous en tout cas très intéressant pour comprendre ce qui se passe et où est-ce qu'on peut potentiellement améliorer ces modèles-là. Donc j'ai terminé. Donc le statut aujourd'hui, c'est que bah, les codes LLM sont une réelle opportunité et encore quelque chose à développer, mais qui, à mon avis, est fait a priori pour rester et continuer à se développer. Encore une fois, aujourd'hui, la vraie cible, c'est les tâches complexes, parfois dans des domaines spécifiques où peu d'exemples existent et la capacité à assurer la résistance aux biais euh, et, euh, et aux risques dans les applications critiques. Aujourd'hui, effectivement, on les utilise dans les IDE et pour le debugging, mais on pense qu'effectivement, on va continuer à développer ces applications et possiblement à moyen terme dans le cadre de l'éducation. Et effectivement, ça reste une direction de recherche fascinante de manière générale pour l'intelligence artificielle au-delà des codes LLM,
pour les problèmes, comme je disais, d'alignement et de sécurité des modèles génératifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. Je vois que l'heure a tourné plus vite que je n'ai réussi à la gérer. Donc, je suis désolé, on va pas avoir le temps forcément de prendre des questions. Pour Plein de répondre questions. juste, il y a forcément quelques questions, mais voilà, désolé pour ça. Juste, on diffusera effectivement le replay. La session a été enregistrée, donc le replay sera diffusé. On diffusera également les transparences si Glenn et Julien en sont d'accord. Donc, vous aurez les supports et également les coordonnées de Julien et Glenn. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à les contacter. Euh, JulienPerez@epita.fr. voilà, Julien.perez@epita.fr. Donc, si questions, discussions, collaborations, n'hésitez pas, n'hésitez elles pas. sont fortement encouragées. Et donc, les deux informations que je voulais vous passer avant de clore cette session, c'est qu'il y aura une journée thématique qui est organisée en collaboration, par Minalogic, en collaboration avec le CITIA, qui est la cité de l'animation à Annecy, le 9 juillet, où justement on va débattre de l'intelligence artificielle pour les industries culturelles et créatives. Donc, je crois que Glenn, tu interviendras également dans cette journée. On va se poser réellement la question de est-ce que c'est une menace ou une opportunité. Et pas que pour le jeu vidéo, évidemment. Et puis ensuite, on aura la pause de l'été, la pause salutaire de l'été. On reprendra ces webinaires le 27 septembre, où on parlera d'intelligence artificielle générative et de deepfake. Donc voilà, on a produit un livre blanc avec pas mal d'acteurs de la région, donc Minalogic, GEM, et voilà. Et donc on vous fera un petit rendu de ce qu'on a vu et peut-être de quelques recommandations. Désolé de ne pas avoir mieux géré le temps aujourd'hui. Désolé pour l'absence de questions. Je vous remercie beaucoup. Je tiens vraiment à remercier Julien et Glenn pour leur présentation éclairante. Et puis, je vous souhaite un bon été. Je vous donne rendez-vous en septembre, pardon. Merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir.